On va pouvoir initier la présentation. Je ne vais pas vous faire patienter plus que cela, simplement pour resituer la méthode, ou en tout cas, pardon, le programme. Simplement, on va avoir 3 grandes parties à cette conférence. On aura une possibilité de quelques questions en intermède de toutes ces parties. Et puis, de toute façon, vous aurez toujours la possibilité, si vous devez quitter la conférence, quitter le webinaire, de prendre rendez-vous avec moi. Ce sont des rendez-vous que je veux gratuits et simplement en échange avec vous. Donc, si vous ne pouvez pas poursuivre, je dirais, le webinaire jusqu'au bout, n'ayez crainte, on pourra reparler de votre sujet précisément en rendez-vous. Il suffit de le faire en cliquant en tête de la présentation. Donc, tout simplement. Le programme, je viens donc de vous le dérouler. Je vais donc vous évoquer 3 grands sujets pendant ce webinaire, ce que j'appelle le territoire de marque, qui est un territoire de chasse le plus performant possible. Quels sont les meilleurs outils de notoriété, à mon sens, aujourd'hui? Et évidemment, comment est-ce qu'on peut communiquer de manière singulière pour prendre de l'avance face à la concurrence, prendre de l'avance ou en tout cas pas de retard pendant ce contexte et cette période. C'est pas facile, mais on peut y parvenir, c'est possible. Donc, je vais tout de suite passer à la phase suivante, vous avez déjà répondu à mes questions. Je vais simplement me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Certains me connaissent ou ont déjà eu l'occasion de participer à certains de mes précédents webinaires. Donc, moi, je suis conseillère en communication, ce qu'on appelle web et print, à destination des TPE, PME. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, plus que jamais, pendant cette crise, on emploie des termes complexes, des acronymes pour tout. Il y a ma feuille qui dépasse, vous avez vu. Je suis encore en mode lecture, vous verrez, ça ne va pas durer. Donc, je m'aperçois qu'on emploie des termes complexes, des acronymes pour tout, ce qui rend la compréhension du monde de la communication de moins en moins facile pour les dirigeants, les consultants de TPE, de PME. Moi, je les aide à retrouver du bon sens, de la pédagogie, l'emploi de mots simples pour définir leur stratégie de communication. Donc, je pilote pour cela un hub de compétences pour mes clients avec 20 spécialistes qui m'accompagnent régulièrement, que ce soit des webmarketeurs, vidéastes, organisatrices d'événements, ce qui est moins facile actuellement, web développeurs, graphistes, directeurs artistiques, photographes, vidéastes, pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de mes clients par une team adaptée à tous les projets. Donc, plus que jamais, pendant cette période, j'ai envie de dire, on ne parle plus, à mon sens, de B2B ou B2C, on parle de H2H. Pourquoi? Parce que human to human, aujourd'hui, plus que jamais, le fossé entre vie professionnelle et personnelle s'est effacé. Vous avez bien compris que la plupart des personnes sont des salariés, des fournisseurs, des partenaires, ont mélangé grandement télétravail, présentiel, des visios, et aujourd'hui, plus que jamais, on est sur une espèce d'interpénétration de la vie personnelle avec la carrière. Donc, j'ai envie de dire que ce terme de H2H est prégnant à mon sens. Voilà pour cette courte présentation. On va vraiment rentrer dans le vif du sujet parce que c'est vraiment ce qui vous intéresse. Donc, le territoire de marque, territoire de chasse performant, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le territoire de marque, évidemment, il démarre par
votre identité visuelle. Je ne sais pas si vous... bien sûr, j'essaye de répondre au fur et à mesure. Le support sera disponible après la présentation sans aucun souci. Vous pouvez me le réclamer. Je vous l'enverrai avec grand plaisir. Donc, effectivement, le territoire de marque, ça commence par l'identité visuelle. Pourquoi ? C'est la fameuse première impression que vous donnez à voir à vos clients, partenaires, prospects. Et effectivement, cette identité visuelle, elle doit vous ressembler, elle doit ressembler à tout prix à vos valeurs, à qui vous êtes. C'est votre costume de scène. Et j'imagine bien que lorsque vous allez en rendez-vous client, même si ça se fait de moins en moins fréquent, vous n'y allez pas en peignoir, vous y allez avec, je dirais, une tenue qui vous ressemble, votre costume de scène, qu'il soit vraiment costumé ou tout autant casual, comme on dit, peu importe. En tout cas, votre identité visuelle, c'est la première impression, c'est celle qui donne à voir votre je dirais, votre enveloppe. Qu'est-ce que vous voulez véhiculer comme image? Au plus, elle sera évidemment qualitative, professionnelle, au plus légitime vous serez dans votre secteur d'activité. Ça paraît évident de le rappeler, mais j'observe à quel point certains je dirais contact, signe tout simplement un email avec une signature qui ne ressemble à rien, le logo n'est pas présent, c'est un peu dommage et c'est un ensemble global qui fait que votre territoire de marque, c'est vraiment tout ce que vous donnez à voir tout le temps quand vous parlez à des prospects, à des clients, à des partenaires. Comment il doit être optimisé, ce costume de scène, cette identité visuelle, ce logotype? On peut l'appeler de différentes manières. Il doit vivre, j'ai pour habitude de le rappeler, mais autour de formes simples. On parle toujours du nombre d'or, le nombre d'or dont a usé et abusé un certain Léonard de Vinci, mais ce que j'ai pour plaisir de rappeler, enfin pour habitude pardon de rappeler, c'est qu'effectivement la plupart du temps votre logotype va vivre sur des supports qui sont très très chargés. J'entends par là notamment les réseaux sociaux, un site web, voire même une annonce, un catalogue. Il y a beaucoup de choses autour et au plus il sera simple, au plus il sera adaptatif ou en tout cas responsive, on peut en parler, au plus vous laisserez une image, une empreinte, un label. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'oubliez pas, par exemple, sur les réseaux sociaux, je vois nombre de marques, d'enseignes qui, c'est un petit peu dommage, mais vous savez parfaitement que l'avatar, comme on peut le voir, par exemple, sur le smartphone qui est en face de vous sur cette présentation, l'avatar, c'est simplement un petit rond qui fait 400 par 400 pixels de large. Ça peut être tout simplement un sigle. À côté, la plupart du temps, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, est répété votre nom d'entreprise. Ne cherchez pas à rappeler encore quel est votre nom dans l'avatar. L'avatar, c'est vraiment votre signe, c'est votre symbole. C'est vraiment ce qui vous identifie. Regardez Kodak Film, on voit très très bien qu'on peut utiliser effectivement de manière je dirais synthétique, votre logotype, nul besoin de répéter le nom de votre entreprise puisque de toute façon, la plupart du temps, il est répété, notamment sur les réseaux sociaux en profil. Donc ça, vraiment, c'est important. De même que la partie, je dirais, l'aspect simple. N'oubliez pas toujours cette
phrase, cette citation de Léonard de Vinci, la simplicité, c'est la perfection poussée à l'extrême. Effectivement, il n'est jamais inutile de le rappeler, qu'on a besoin de voir des identités visuelles vite, des logotypes vite, et qu'on n'a pas le temps à aller, je dirais, détricoter, chercher au cœur de votre logo qui vous êtes et ce que vous donnez à voir. Ça, c'est très, très simple. Évidemment, la durée de vie d'une identité visuelle, j'ai toujours pour habitude de le rappeler, effectivement. Pour ceux qui me connaissent, je pose toujours cette question piège, mais à votre avis, quelle est la durée de vie idéale d'un logotype? Si vous pouvez répondre dans le chatbot, c'est super. 5 ans, merci Sophie d'y répondre. 3 ans, c'est encore plus faible. Effectivement, ça pourrait être 3 ans. En fait, en moyenne, on dit qu'au-delà de 6 ans, un logotype doit être refondu, relifté. Vous voyez, là, on est pour Nike sur des... sans doute des synthèses un peu plus larges, puisqu'on passe de 1978 à 1985, en tout état de cause, chaque marque a besoin de relifter. Regardez n'importe quelle marque de yaourt, vous allez voir que le packaging est légèrement relifté sur même le nom du produit. C'est vraiment important d'observer les pratiques des grandes marques, également pour votre propre gouverne. Donc, ça induit quoi? Ça induit que votre identité visuelle, c'est déjà le début de votre territoire de marque. Votre territoire de marque, quel est-il? Le territoire de marque, c'est vraiment ce qui fait que vous êtes légitime sur votre secteur d'activité, sur vos produits, sur vos services. C'est vraiment, pour Milka par exemple, marque que vous connaissez forcément, Milka ne va pas pouvoir se déployer en fait sur des produits avec un chocolat noir, un chocolat intense, 70 ou 80% de cacao. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que avec cette marque-là, qui a été toujours identifiée comme, voyez, 100 ans de tendresse, effectivement, elle évoque un territoire de marque qui s'oriente autour du chocolat au lait, du côté un peu gourmand du chocolat. Et effectivement, elle a déployé l'entièreté de ses indices, je dirais, graphiques autour de ce côté sucré, ce côté chocolat au lait. Donc, évidemment, tout cela converge vers une intention. Autour d'une marque se définit également une baseline, une accroche. C'est le slogan qui définit votre positionnement. Est-ce que vous connaissez les deux grands types de slogans? Je dis slogan, mais c'est baseline, c'est accroche, promesse pour votre marque. Est-ce que vous connaissez les deux grands types de baseline qui peuvent être accrochés, qui peuvent identifier votre logotype? Alors, je ne sais pas si vous pouvez y répondre. Si vous... Non, bon, très bien, Patrick, c'est assez clair. Donc, effectivement, il y a deux grands principes qui préexistent sur une baseline. Soit vous appelez tout simplement, je dis n'importe quoi, mettons Grenache, c'est votre nom de scène, nom de marque, nom commercial. Grenache, on doit savoir si c'est une marque de cosmétiques, 2, un cabinet de consulting, 3, je ne sais pas, un hôtel, je dis n'importe quoi. Donc là, vous portez un nom qui n'est pas clairement identifié. Il va falloir faire porter à votre nom de scène, à votre identité,
je dirais, une définition. Donc, il faut que derrière, il faut que soit présent assez concrètement consulting, hôtellerie, restauration, cosmétique, éthique, je ne sais quoi. En tout cas, ça sera, premier volet, la définition de votre métier. La deuxième possibilité, si vous portez déjà un nom qui est éloquent, parce que vous vous appelez Durand Construction, on sait que vous êtes dans le métier de la construction, du BTP, et bien là, vous pouvez faire porter une promesse. Précisément, moi, pour un de mes clients qui s'appelait jusqu'à il y a peu, puisqu'il a changé de nom également, qui s'appelait Croisière d'exception, nous avions défini ensemble d'une baseline qui était s'enrichir de la beauté du monde. Donc, c'est une promesse marketing. On est sur le deuxième volet, puisque le nom est déjà éloquent, Croisière d'exception, on sait ce qu'il fait. On peut faire porter un slogan, ou en tout cas une baseline qui est un peu plus une promesse client. Donc voilà les deux types de possibilités de se positionner lorsqu'on est une marque, comment on définit le territoire de marque. Donc, je ne sais pas si vous pouvez déjà répondre à ce que vous pouvez définir ou promettre autour de votre logotype, votre identité visuelle, mais c'est assez précis. En tout cas, il y a vraiment deux grands axes à trouver. On va donc poursuivre toujours sur ce territoire de marque, puisqu'il vous permet, si le territoire de marque est juste par rapport à vos cibles, à vos clients, il vous permet normalement de toucher le bon public, les bonnes cibles, les bons visiteurs, notamment sur le web. Donc, je le rappelle, refondre son identité visuelle, votre image de marque, ça reste toujours possible. C'est pas quelque chose qui est très coûteux en temps, en énergie. C'est parfois des petites choses, on simplifie, on améliore et en tout cas, on essaye d'aller au plus juste par rapport à vos valeurs, à vos visiteurs sur un site web par exemple. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir un logotype qui change, qui évolue, en fonction du support de communication. On est bien d'accord. Il y a un bon élément pour aller voir quel est le territoire de marque de votre identité, de votre entreprise ou secteur d'activité, c'est d'aller voir si vous avez déjà un site web, le tableau de bord de Google Analytics. Le tableau de bord de Google Analytics va vous donner des indices qui sont vraiment importants. Alors, est-ce que vous avez accès à ce module-là gratuit de Google ? Oui ou non? Je m'aperçois que trop de dirigeants ne connaissent même pas l'accès. Ils ont pourtant des sites qui sont magnifiques, qui sont très consultés, avec une belle audience, beaucoup de visiteurs, et malheureusement qui n'ont pas jamais accès à ce tableau de bord Google Analytics, qui est pourtant vraiment, qui définit comment arrivent vos visiteurs, à quelle heure, quel profil ils ont. Très bien, merci Guillaume de rappeler que vous utilisez d'autres outils SEO. Effectivement, le SEO, on va en parler un petit peu plus tard. Merci de préciser cela. Donc, effectivement, Google Analytics vous permet déjà d'identifier qui sont vos cibles visiteurs, du coup clients, ou en tout cas, quelle est votre audience, quels sont vos personas en termes marketing, qui vous donnent déjà à voir si vous avez une cible plutôt jeune, l'identification également de la zone géographique, ce que j'appelle la zone de chalandise. Effectivement, c'est un véritable indice de territoire de marque, territoire de chasse pour votre marque. Donc, voilà
pour ce territoire de marque qui peut s'installer, se déployer de manière pertinente autour de votre identité visuelle. Donc, autant d'éléments qui sont vraiment importants à rappeler. On va poursuivre parce que je vois que le temps passe et je suis beaucoup trop loquace à chaque fois. On va poursuivre sur la deuxième partie, qui est donc la partie notoriété. Donc effectivement, ça vient se raccrocher au territoire de marque, mais la notoriété, c'est vraiment se déploie sous plein de volets. Donc on va poursuivre. Donc la notoriété, quel ingrédient majeur elle devrait pouvoir avoir aujourd'hui? C'est plein de questions souvent. J'ai pour habitude de rappeler des ingrédients qui sont vraiment importants, qui sont la partie storytelling, le fait de raconter une histoire, de raconter votre histoire, l'histoire de votre entreprise, de votre marque, qui vous êtes vraiment, et également ce que vient d'évoquer Guillaume dans le chatbot, un ingrédient qui est donc le référencement naturel, si vous êtes déjà bien présent sur le web. Le référencement naturel, ce qu'on appelle SEO, pour ceux qui connaissent ce terme, avec des mots-clés des vrais, mais ça, on va y revenir. Donc là, qu'est-ce que c'est qu'un bon storytelling? Je prends pour exemple un de mes clients qui est une grosse entreprise de nettoyage qui effectivement a des vraies valeurs, une véritable expertise sur son métier, sans nul doute, et ça me paraît évident de le rappeler, qui fait du travail de qualité en entreprise, en collectivité, etc. Bon, très bien. Je publie pour elle des posts sur les réseaux sociaux. À votre avis, quel est le post qui a le mieux marché ces derniers temps? Non pas. Alors, il peut y avoir plusieurs possibilités. Celui sur son expertise, sur le nouveau service innovant qu'elle réalise pour la désinfection des bâtiments. Évidemment, actuellement, c'est complètement d'actualité. Mais quel est le post qui a fait le plus de likes, le plus de commentaires? C'est celui sur le rappel de son histoire. Parce que cette entreprise, avec son dirigeant qui est Christian, que je connais bien, a évoqué tout simplement l'histoire de son grand-père qui lui avait donné goût à ce métier. Il était laveur de vitres à son époque, en 1955, et effectivement, c'est celui qui lui avait donné goût à monter cette entreprise de nettoyage. Allez savoir pourquoi, le fait qu'il raconte, qu'il témoigne de cela, a fait beaucoup plus écho à ses prospects, clients, je dirais à l'audience de sa page entreprise LinkedIn, que quelconque autre de ses posts, parce qu'il rappelait d'où il venait, pourquoi il en était là, qu'est-ce qui avait, quelle était sa différence finalement, sa singularité pour son métier. Donc voilà, n'oubliez pas que le bon storytelling, c'est celui qui raconte une histoire. Racontez la vôtre, retournez dans ce qui a fait le démarrage de votre activité, qu'est-ce qui a fait la naissance d'un de vos produits majeurs, qu'est-ce qui vous a fait un jour écho et qu'est-ce qui a généré la naissance de votre entreprise, de votre produit phare. Je dis n'importe quoi, mais en tout cas, raconter une histoire, ça c'est vraiment important. Redonner du sens à votre marque, à votre entreprise. Le deuxième ingrédient, qui est donc le référencement naturel, utiliser des mots-clés, des vrais mots-clés.
je vois trop d'entrepreneurs, de dirigeants, de consultants qui utilisent, même des marques qui font du e-commerce, des entreprises qui font du e-commerce, qui utilisent encore, qui ne nomment même pas leur visuel dans leur fiche technique ou simplement les noms de produits. Ne faites pas porter le image XWR12 de votre lampe sur pied vintage d'inspiration Galet, je dis n'importe quoi. Si vous êtes dans l'univers de la décoration, s'il vous plaît, mettez les bons mots qui correspondent au référencement naturel de vos produits, de vos services. Si vous faites du consulting sur des RH ou vous êtes dans le recrutement, nommez bien vos services, nommez bien, remettez les bons mots-clés, des mots-clés que vous allez pouvoir également aller chercher dans Google Analytics. Ne l'oubliez jamais, comment arrivent vos visiteurs sur votre site web. Tous ces ingrédients sont vraiment importants. Vous avez encore un outil gratuit de Google. Je n'ai pas d'action chez Google, je vous le rappelle, mais je rappelle souvent que il nous donne beaucoup d'applications gratuites. Évidemment, c'est pas pour rien. Vous vous en doutez, mais en tout cas, ça vous permet de connaître sur l'annonce Google My Business. Est-ce que vous la connaissez déjà, cette annonce qui apparaît lorsqu'on tape par exemple le nom de votre entreprise ou d'un produit avec une zone géographique à côté? Merci Guillaume, vous avez l'air de bien être au fait du SEO. Hervé ne connaît pas cette fiche Google My Business, qui est donc celle qui apparaît de manière majeure lorsque vous tapez le nom d'une entreprise ou un service. Là, je rappelle tout simplement, si je tape le nom de mon client qui est dans le nettoyage, je devrais pouvoir également, en tapant nettoyage Lyon, ou parce qu'il est à Lyon, pouvoir avoir rapidement accès à cette entreprise-là, puisque c'est vraiment déjà du référencement naturel. Donc, si vous avez besoin d'en savoir plus sur cela, on peut en reparler en rendez-vous. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Je ne vais pas trop m'étendre sur cette annonce parce que effectivement, certains d'entre vous en ont déjà beaucoup entendu parler pendant d'autres de mes webinars, mais en tout cas, on peut y revenir sans aucun problème. On va poursuivre toujours sur les outils de notoriété, au-delà du storytelling, du référencement naturel, évidemment, toujours le recrutement, l'animation, le développement de vos communautés grâce aux réseaux sociaux qui sont de grande utilité pour développer votre notoriété. Pas n'importe lesquels, on est bien d'accord. Facebook, c'est forcément encore un des plus utilisés, y compris également pour des institutions, des associations. Je ne vais pas vous cacher que j'ai observé récemment que même une ville, une petite commune, aussi petite soit-elle, une ville avait vraiment intérêt à déployer tous ces posts sur Facebook avant tout. C'est son meilleur allié, je dirais, d'information, même en mode alerte, que sais-je, sur des informations à donner à ses habitants. Donc vraiment Facebook très intéressant. Instagram si vous avez des sources d'images de qualité. Et Twitter si vous avez la possibilité d'avoir un leader d'opinion porte-parole dans votre entreprise, quelqu'un qui soit vraiment qui puisse suivre le fil de manière très régulière, c'est vraiment sur de l'instantané. Et enfin, un de mes préférés, mais actuellement, je vous expliquerai pourquoi,
LinkedIn, qui est un véritable allié de notoriété et de visibilité, mais la plupart d'entre vous arrivent par ce biais à ce webinaire, donc je le rappelle, mais effectivement, vous le savez sans doute déjà. J'ai pour habitude de rappeler que quand on anime déjà 2 réseaux sociaux, c'est pas mal. C'est pas mal. Si vous arrivez à faire plus, eh bien, c'est que vous avez soit un community manager chez vous et c'est très bien, soit beaucoup de temps à allouer, c'est chronophage. Il faut le faire de manière juste et pertinente par rapport à votre activité et entreprise. On va poursuivre sur LinkedIn, par exemple, qui a franchi le cap pendant le confinement des 20 millions d'utilisateurs en France. Alors, si vous avez une équipe commerciale qui travaille pour vous, n'hésitez pas à leur rappeler que c'est un véritable outil, je dirais, de social selling, méthode douce de vente, puisque évidemment, par LinkedIn, par cette plateforme, on a accès à, je dirais, les coordonnées des décideurs, pouvoir partager avec eux des informations, leur écrire en mode email, avec certes des caractères qui sont un nombre de caractères qui est de 300 uniquement, mais en tout cas, c'est vraiment un moyen d'avoir accès à une base de données prospects clients qui est énormissime, 20 millions d'utilisateurs en France, rendez-vous compte de cette possibilité, tout secteur confondu, dans l'éducation, dans le recrutement, dans l'industrie pharmaceutique, dans les métiers de service. Vraiment, LinkedIn est aujourd'hui la plateforme qui compte pour développer sa notoriété. La page entreprise peut être vraiment un bon moyen pour votre entreprise si vous en êtes, mais j'ai pour habitude de rappeler également qu'il faut que vous soyez au moins 3 ou 4 ou 5 personnes dans votre structure. En deçà, vraiment, je ne recommande pas la page. Elle sera beaucoup moins poussée par l'algorithme. Si vous êtes consultant freelance, privilégiez votre propre profil. Effectivement, c'est plus pertinent. Donc, votre propre profil, il doit toujours être exemplaire. C'est votre outil majeur, allié majeur de notoriété. Vous devez savoir que vous pouvez avoir accès à une note par LinkedIn qui est le SSI. C'est vraiment votre index sur 100 de la note que vous donne LinkedIn pour vous donner les moyens de vérifier votre niveau d'expertise par rapport à vos concurrents, tout ce que vous pouvez améliorer pour donc construire votre image de marque personnelle, professionnelle, trouver les bonnes personnes, échanger les informations et enfin établir des relations. Je réponds à Caroline, non, il ne faut pas de compte premium pour voir son SSI. Ce n'est absolument pas nécessaire. Le compte premium n'est absolument pas nécessaire pour avoir un niveau d'expertise absolu, ni un SSI éloquent. Quand vous passez 50 sur 100, c'est déjà très bien. Je vous invite à taper tout simplement dans votre barre de recherche SSI LinkedIn. Donc, pour répondre à Stéphanie, SSI LinkedIn, et vous allez avoir accès très simplement, de manière gratuite, à cette note sur 100. Elle est, je dirais, régularisée et mise à jour toutes les semaines, donc 1 fois par semaine, de manière hebdomadaire, et elle change très très vite.
Donc, de toute façon, LinkedIn vous donne vraiment toute la matière à pouvoir faire grandir, grossir cette note. Voilà, donc Social Selling Index, c'est quand même important d'être déjà exemplaire si vous communiquez pour votre marque, votre entreprise, d'être exemplaire sur LinkedIn si vous utilisez déjà beaucoup cette plateforme. On va poursuivre. Donc, puisque je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, le temps passe et on n'a plus beaucoup de temps. On va poursuivre sur la dernière partie, qui est donc, je dirais, la communication que j'appelle singulière pour prendre de l'avance ou en tout cas pas de retard vis-à-vis de vos concurrents. Alors, là, je vais vraiment vous raconter des histoires parce que c'est par cela qu'on a le plus de moyens de prendre des exemples. L'exemplarité, vous savez, ça compte beaucoup pour moi. Et je suis de près un certain nombre de marques qui font écho actuellement, qui font sens, à mon avis, dans ce contexte compliqué de communication. Le premier business case que je vous évoque, que certains connaissent bien, je vous en ai déjà parlé dans de précédents webinaires, c'est donc le slip français qui a augmenté son chiffre pendant le confinement de 40%. Pourquoi ? Parce que tout simplement, bien que sur un marché très concurrentiel, marché bataillé, les trois grands exemples que je vais vous donner là maintenant, ce sont des marchés bataillés à chaque fois. Donc on est sur une marque qui est le marché bataillé du sous-vêtement. Je ne vais pas vous mentir, nombreuses sont les marques qui tirent le marché sur ce secteur-là. Le slip français a réussi à vraiment développer un storytelling qui est éloquent, qui est vraiment parfait entre leurs valeurs d'entreprise, puisque c'est une marque qui fabrique en France, qui distribue de manière, je dirais, qui est vraiment sur un business qui est en mode e-commerce avant tout. C'est vous dire si pendant le confinement, bien sûr, elle faisait sens, mais également, elle communique de manière singulière, avec créativité. Regardez, ne serait-ce que cette campagne-là, vous voulez changer le monde, commencez par changer le slip. Ce ne sont que des campagnes qui s'orientent de cette manière-là, avec créativité, avec contre-pied. Et je ne vais pas vous cacher que l'entièreté des stories, des vidéos qui sont diffusées par le slip français sont vraiment à prendre pour exemple parce que elles font vraiment écho, elles touchent la corde sensible des clients et qui plus est, la fidélité est vraiment un de leurs fers de lance. Les clients qu'ils touchent sont d'après ce que je sais, des clients fidèles puisqu'ils reviennent régulièrement acheter sur le même site ou en tout cas en magasin puisqu'ils ont quelques enseignes qui sont physiques et sont vraiment des clients fidèles. Donc vraiment, premier exemple par le slip français que je vous recommande de suivre ou d'aller voir. C'est vraiment exemplaire. Ce qu'ils font, c'est vraiment très, très bien. Le deuxième exemple, certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, c'est une petite marque qui a fait vraiment écho chez moi récemment, qui s'appelle Pool House. Alors, Pool House, que fait Pool House ? C'est une
une ferme dans le Limousin qui a créé cette marque, une marque d'œufs, hein, donc on en connaît de nombreux, hein, je ne vais pas les citer. Quand on achète des œufs, qui est la première source de protéines au monde, eh bien, on trouve de nombreuses enseignes en grande surface. Pool House a décidé de faire disruption, ce qu'on appelle, vraiment d'adopter une autre pratique de la production des œufs, puisqu'elle élève des poules au-delà des 18 mois, habituellement utilisées par de nombreuses productions d'œufs, puisque au-delà de 18 mois, la plupart des poules pondeuses sont tuées pour être revendues, elles pondent moins d'œufs. Bref, tout ça pour dire quoi? Pour dire que cette marque Pool House a choisi de garder les poules qui sont plus vieilles, voilà, qui pondent moins d'œufs, mais en tout cas, ça fait partie des valeurs éthiques qu'elle déploie. Donc, marché de disruption, hein, puisque un marché bataillé, des œufs qui sont vendus 1 euro en grande surface, l'œuf contre versus 10 centimes d'euros au restaurateur en gros. Fois 10, comment c'est possible? Eh bien, ça reste possible parce que vous parlez à l'éthique du consommateur et c'est vrai que, mine de rien, ils viennent de remporter également un grand prix stratégie de la communication avec une vidéo que je vous invite vraiment à aller voir, qui est vraiment drôle, à la Pixar avec ça se passe dans un poulailler et voilà, les vieilles poules vont être un petit peu attrapées par un gros robot. C'est drôle au possible et Pool House, l'œuf qui ne tue pas la poule, a vraiment prend le contre-pied sur tous les volets. Aujourd'hui, la marque se déploie dans toutes les grandes surfaces alimentaires et je ne vous cache pas que moi qui les suis de près, les rayons sont vides très très vite parce qu'ils ont réussi à véhiculer une éthique, leurs valeurs, leur contre-pied, puisque ils sont sur un marché certes bataillé, mais ils font écho à certains consommateurs, avec évidemment des marges et une rentabilité qui est très élevée. Ils viennent de lever 1 million d'euros. Donc, c'est possible, ça reste possible en communiquant de manière complètement disruptive. On poursuit sur le dernier exemple qui est tout autre, puisqu'on est sur 2 marques de fast-food que sont la première avec un grand M que vous connaissez bien et la deuxième qui est donc Burger King. Récemment, eh bien, ces 2 marques communiquent de manière également transparente, adaptée au contexte. McDonald's, effectivement, note et écrit de manière explicite sur ces gobelets qu'il supprime les pailles en plastique. On sait pourquoi, puisque c'est la nouvelle réglementation, mais c'est donc de manière très transparente, de même que Whopper le fait sur que Burger King, pardon, le fait sur son fameux Whopper. Excusez-moi, je ne suis pas parfaitement consommatrice de ce genre de produit, mais avec un nouveau hamburger qui est donc sans colorant additif et mais au goût similaire puisque c'est la promesse. Et l'entièreté des ingrédients sont vraiment identifiés sur le packaging. Et c'est un peu incroyable parce que cette notion d'ingrédients qu'on mettait en tout petit et encore 6 jusqu'à présent, aujourd'hui, c'est en majeur sur l'étiquette du fasting. Dire à quel point vraiment cette méthode, je dirais, de communication, elle se fait en transparence avec ce qui est attendu aujourd'hui par les consommateurs
ce besoin de transparence, de rassurance, besoin d'éthique, de traçabilité, de déploiement des valeurs de la marque. Et plus que jamais aujourd'hui, c'est vraiment ce qui doit être mis en exergue par les marques et les entreprises. Je crois que je touche à la fin de ce webinaire. Je vais simplement terminer sur un petit résumé. Donc, je vous rappelle tout simplement que du fait du contexte que nous traversons, j'ai volontairement pas voulu réévoquer cette idée de communication de crise dans laquelle on est, hein, parce qu'on va pas se mentir. On en entend trop dans les médias actuellement, mais il est important de ne pas tenter d'opérer sur tous les fronts de votre communication. Vous devez vraiment poser les piliers que sont votre territoire de marque en un coup d'œil, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur vos véhicules, sur vos signatures mail. On doit savoir à qui on a affaire. Votre notoriété qui doit être exemplaire, étoffer votre storytelling, raconter votre histoire, qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce qui vous a fait, je dirais, créer votre entreprise et structure, déployer un produit, que sais-je. Raconter des histoires, c'est une pratique vieille comme le monde, mais c'est déjà de la communication. Votre âme d'enfant doit être d'accord avec cela. Et enfin, évidemment, déployer de la créativité, de l'émotion sur tous vos outils. C'est vraiment important aujourd'hui. Vos consommateurs, clients, prospects ont besoin de cela. Rappeler ce côté émotif, créatif recherché aujourd'hui, parce qu'on est vraiment dans un contexte qui est un petit peu plombant, on va pas se mentir. Donc voilà, donc tout simplement l'entièreté de ce que vous devriez déployer en pilier pour votre communication aujourd'hui. Je vais pouvoir répondre à vos questions. J'ai encore 5 petites minutes, pas plus, à vous accorder. Prenez rendez-vous avec moi. Bien, merci Hervé. Si vous devez nous quitter, aucun problème. De toute façon, j'ai encore, je crois, 4-5 minutes à répondre en chatbot. Et sinon, ce sera en rendez-vous avec vous au téléphone.